Je suis avec le professeur Angoulevent du CHU de Tours. Nous allons discuter donc de l'étude Pionnier qui vient d'être présentée à l'AHA. Pouvez-vous un peu nous présenter, donc c'est vraiment une étude qui était la grosse étude la plus attendue pour ma part à l'AHA. Un petit peu déjà le design de l'étude qui est un peu particulier avec les 3 bras. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce schéma Oui, merci. Donc, Pionnier, effectivement, c'est une des grosses actualités cette année à l'AHA. Et elle tentait de répondre un peu à cette question embarrassante qu'on se pose tous les jours en salle de coronarographie. C'est quelle stratégie de combinaison antiagrégante anticoagulante proposée à des patients qui ont de la fibrillation atriale et auxquels on met des stents dans le cadre du traitement de la maladie coronaire, tout en sachant que actuellement les recommandations, notamment de la Société européenne de cardiologie, c'est qu'on peut mettre des antivitamines K, éventuellement des anticoagulants oraux directs, avec une bithérapie antiagrégante en fonction du Schätzvask et du Asblen, mais tout ça reposant sur assez peu finalement de niveau de preuve et d'études, c'est surtout des opinions d'experts, avec toujours pour nous les 2 risques, le risque thrombotique, à la fois coronaire et cardio-embolique de l'AFA, et le risque hémorragique lié aux combinaisons de ces traitements. Et en plus, la question, c'est de savoir dans la durée, qu'est-ce qu'on fait. Donc, Pionnier, elle a essayé de répondre à cette question sous l'angle de la sécurité, c'est-à-dire des événements indésirables, en comparant 3 bras, en randomisant les patients dans 3 bras, des patients qui avaient de l'AFA depuis moins d'1 an, qui n'avaient pas d'antécédents d'AVC ou d'hémorragie grave, et à qui on mettait un stent. Alors un bras, c'était le bras traditionnel, antivitamine K plus bithérapie antiagrégante. La durée qui était un petit peu... Bon, la durée dans l'histoire était libre. Hein. Bien entendu, l'étude ne donnait pas de recommandations sur la durée. Et le choix des antiagrégants était laissé au libre choix des investigateurs. Alors, il y avait comme une stratification. Il fallait qu'il y ait globalement, majoritairement, aspirine et clopidogrel. Il y avait très peu de prasu et de... L'objectif, c'était qu'il y en ait assez peu des antiagrégants de nouvelle génération. Et puis les 2 autres bras, c'était un bras rivaroxaban faible dose, 2,5 mg matin et soir, associé à 2 antiagrégants plaquettaires, ce qui est le protocole utilisé dans l'ECNUS Atlas TIMI. Mais ce qui n'est pas énormément une dose anticoagulante. Et qui est une dose pour laquelle on avait jusqu'à aujourd'hui aucune donnée sur la notion de complications cardio-emboliques, mais en fait on n'en a toujours pas. On en reparlera tout à l'heure. Et puis il y avait le troisième bras, et bien lui c'était la monothérapie antiagrégante, associée à du rivaroxaban à la dose de 15 mg par jour, voire 10 mg en cas de fonction rénale altérée. Donc 3 stratégies avec un premier objectif qui était de voir s'il y aurait une différence sur les saignements. Et l'enseignement de Pionnier, c'est qu'il y a effectivement une différence sur les saignements dans les 2 bras qui ont eu du rivaroxaban, que ce soit la petite dose en 2,5 mg fois 2 par jour avec bithérapie ou la monodose 15 mg avec monothérapie antiagrégante, il y a moins de saignements qu'avec la trithérapie traditionnelle AVK plus 2 antiagrégants. C'est vrai que c'est ce qu'ils avaient un peu envie de montrer, on a l'impression, parce qu'ils prenaient vraiment des doses un petit peu infrathérapeutiques par rapport à ce qu'on utilise habituellement. C'est effectivement le reproche peut-être qu'on peut faire à cette étude, c'est de dire que sur le risque hémorragique, il était plutôt bien contrôlé avec des patients pas à trop gros risque hémorragique, avec des doses d'antithrombotiques et des combinaisons dont on espérerait bien qu'elles feraient moins saigner que l'association anti-vitamine K et bi-antiagrégation plaquettaire. Sauf que la question que nous, cliniciens, on se pose, et je l'ai dit au début, c'est le risque hémorragique, et là on a une bonne réponse, mais il y a le risque thrombotique. Alors là, évidemment, on a aussi des données. Et donc, quelles sont les données sur le niveau thrombotique que nous a apporté cette étude? Ce que les auteurs nous ont montré, c'est qu'il n'y a pas de différence significative sur la durée de l'étude, sur le risque thrombotique, entre les 3 stratégies. Mais l'étude n'était pas faite pour montrer une non-infériorité d'une stratégie par rapport à l'autre, ou la supériorité d'une stratégie par rapport à l'autre. On ne peut donc pas, et c'est bien ce qui a été souligné par les auteurs et également par Gabriel Steg, qui était le discussant de cette étude, c'est de montrer qu'on ne peut pas en tirer pour autant une conclusion en disant « Ah c'est super, c'est non inférieur et ça fait moins saigner, donc au total... C'est vrai qu'en lisant rapidement l'étude, on peut tomber dans cette... C'est un peu le piège de ce genre d'appréciation. Ce que les auteurs ont très honnêtement d'ailleurs souligné, c'est que pour montrer une non-infériorité d'une combinaison par rapport à l'autre sur le risque thrombotique, il aurait fallu faire une étude énorme. Là, je rappelle qu'il y avait un peu plus de 2000 patients. Il a estimé qu'il fallait 30 000 patients avec un suivi extrêmement long. C'est pas du tout le même... Qui est, de l'aveu même d'ailleurs de tout le panel qui l'a discuté, probablement pas réalisable. Et après, c'est vrai que l'autre reproche, c'est au niveau de la durée. Ça ne nous apporte pas non plus vraiment de données sur la durée
Il compare les 1, 6 et 12 mois dans l'étude, mais on ne peut pas en tirer de conclusion. Alors il y a des éléments quand même qu'il faut regarder, je pense, pour essayer de voir dans la pratique ce qu'on peut en tirer. La première chose, c'est que c'était des patients qui avaient des indications d'anticoagulation. C'est des Schatzvask qui sont pour la majorité entre 2 et 3, voire même jusqu'à 3, 4. je crois. Mais on n'a pas le Schatzvask moyen dans la publication, mais on a les effectifs par classe de Schatzvask. Donc on voit que c'est des patients qui ont une indication d'anticoagulation, qui sont donc à risque cardio-embolique important, et donc il fallait les traiter. Une bonne chose. C'est quelque chose, je dirais, voilà, c'est pas des moutons à 5 pattes, c'était des vrais patients en FA qui nécessitaient l'anticoagulation. La deuxième chose, c'est qu'on avait jusqu'à présent pas de données de ce type sur la safety. Tout ce qu'on savait, c'était VOST. VOST qui avait montré que la combinaison AVK plus clopidogrel était meilleure que la trithérapie sur le risque hémorragique. Mais c'était pas que des FA, mais c'était pour l'instant les seules données qu'on avait. Il n'y avait pas d'AOD, observationnelles. Voilà. Donc là, on a quand même des choses nouvelles. Donc finalement, la bonne question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça va changer les pratiques? Est-ce que ça va changer les guidelines? Alors les guidelines, mon opinion, je pense pas, parce qu'elles avaient déjà introduit les AOD dans la pratique. Ouais, sans vraiment différencier avec donc ils y étaient déjà, donc on a peut-être renforcé un peu leur niveau de preuve, mais ils y étaient déjà. Et éventuellement, les guidelines avaient déjà dit que chez les patients à haut risque hémorragique, on pouvait mettre un AOD avec un seul antiagrégant plaquettaire. Maintenant, on précise un peu la recette. Et de ce côté-là, Rivaroxaban, je dirais, est en bonne place grâce à cette étude. Est-ce que ça va changer les pratiques? Probablement. Probablement, parce qu'effectivement, au jour le jour, les cliniciens sont embêtés par cette situation fréquente. C'est à peu près 8% des patients qu'on prend en charge. Et donc on a maintenant, je dirais, des niveaux de preuve pour se dire éventuellement, chez mon patient, au moins dans une première période, après l'implantation du stent chez un patient FA, je vais pouvoir utiliser la combinaison thérapeutique qui, avec une sécurité, en termes de sécurité, est efficace. Et même si ce ne sont que des données d'observatoire, en termes d'efficacité, ne semble pas, en tout cas, porter préjudice. Mais l'histoire n'est pas finie et j'espère que nous aurons d'autres niveaux de preuves à l'avenir. C'est ça. Merci beaucoup.